Donc, rebonjour à tous. Il y avait un bug intéressant dans le programme, c'est qu'il y avait deux versions du programme. La version papier qui a été diffusée il y a bien longtemps, dans laquelle le séminaire de Chantal Keller était avant le cours, et la version du web où il y a eu l'inverse. Il n'y a pas eu de vérificateur passé pour s'apercevoir de l'erreur. Donc, c'est comme ça. On a gardé l'ordre naturel qui était que, vu qu'on répond aux questions, je pense que c'est mieux que Chantal ait fait son séminaire avant. Alors évidemment, le Macintosh ne s'est pas branché, mais ça va venir. Il n'a jamais fait d'ennui, donc voilà, on y arrive. Ouais, c'est bon. Il va falloir couper ça au film, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, le cours d'aujourd'hui s'appelle Bonus et réponses aux questions. Donc, il va être plus léger, bien entendu, que les précédents. Et il va commencer par quelques petits bonus qui sont des compléments par rapport à ce qu'on a présenté dans les cours et éventuellement répondant aussi à des questions. Donc le bonus 1, c'est que j'avais annoncé dans le cours SMT qu'on allait faire une démonstration d'un programme qui m'intéressait beaucoup personnellement, qui est le synchroniseur SRL, qui est un circuit absolument clé pour STRL. Il se trouve qu'on est en train, avec Lionel Rick qui est dans la salle, c'est surtout lui qui est en train de faire une preuve de correction du compilateur STRL. Et la raison de le faire, c'est que j'ai écrit un livre qui est donc sur le web, qui s'appelle The Constructive Semantics of Pure STRL, qui décrit toute la sémantique d'STRL, pas toute, presque toute, la sémantique d'STRL et la traduction en circuit, celle qui a été industrialisée, et que je n'ai jamais publié ce livre parce que je n'ai jamais fait les preuves. Et je sais que les choses dedans sont vraies, mais ça ne suffit pas pour le publier. Et quoi qu'en livre, en général, ça suffit. Et donc, je me suis dit, étant parti dans l'industrie au moment de faire l'épreuve, je me suis dit, l'épreuve, il faudra les faire en coq. Et il y a quand même des parties assez subtiles à l'intérieur, et il y a quand même des preuves qu'on peut faire en SMT, et on va voir ça. Donc, il y a un circuit absolument central dans STRL, et qui est celui-ci. Dans STRL, vous avez des instructions assez simples, des instructions terminales, c'est-à-dire celles qui ne vont rien faire de plus que, par exemple, nothing fait rien, pause attend un instant et redémarrera l'instant d'après, et exit sont des systèmes d'exception, si on veut. Moi, je n'aime pas appeler ça des exceptions, mais il y a des gens qui aiment bien. Exit U veut dire, ici, quand on exécute cette instruction, on va arrêter toutes les choses en parallèle qui se passent, et on va immédiatement terminer ce trap U qui est là, et terminer cette branche du parallèle. Alors ça, c'est unique à STRL, il n'y a pas d'autres langages qui permettent de faire des exceptions dans le cas parallèle. Par exemple, Java ne peut pas faire ça, et pour des raisons, les langages asynchrones ne peuvent pas, et c'est très très important dans la définition du langage. Alors la loi des exceptions en STRL est simple. On va mettre un code de retour, donc elle est due à Georges Gontier, on va mettre un code de retour pour chaque instruction qui va dire comment elle se comporte à chaque instant. Donc chaque instruction va rendre un nombre à chaque instant, et le parallélisme va synchroniser ces nombres. Par exemple, nothing, se terminer, ça veut dire rendre 0. Et donc passer en séquence, c'est quand la première instruction rend 0, on passe instantanément à celle d'après. S'arrêter, c'est rendre 1. Faire le premier niveau d'exception visible, c'est rendre 2. Faire le deuxième niveau, c'est rendre 3, ce qu'on appelle le codage de Debrun en lambda calcul. On a vu ça en 2009 pour ceux qui s'en rappellent. Et vous voyez qu'ici, ce T, c'est 3 parce qu'on traverse trap U, alors que là, le même T, c'est 2 parce qu'on ne traverse pas trap U. Donc c'est ce codage-là. Et la grande force de ce codage, c'est que tout le comportement du parallélisme se réduit à l'opérateur maximum. C'est-à-dire que quand on a deux branches parallèles qui rendent un code, le parallèle rend le maximum des deux. Alors c'est facile à voir. Pourquoi ? Pour qu'un parallèle rende 0, ça veut dire se termine, il faut que les deux branches se terminent, parce que 0, ça ne peut être que le max de 0 et de 0. Si une des deux branches s'arrête, mettons rang 1, eh bien, elle ignore, le parallèle va ignorer celles qui se sont terminées, puisqu'il y en a une qui ne s'est pas arrêtée, donc le parallèle, il y en a une qui est en pause, donc le parallèle est globalement en pause. Donc le maximum de 0 et de 1, c'est 1, ça marche bien. S'il y a une exception, alors tout est tué. Eh bien oui, parce que celles qui ont voulu s'arrêter ont rendu 1,
Celles qui ont fait les exceptions ont rendu plus que 1. Le max rend plus que 1, donc le parallèle, lui, va effectivement rendre une exception. Et quand deux exceptions apparaissent en parallèle, ce qui est tout à fait possible, par exemple, on peut très bien faire ce exit U et ce exit T en parallèle, eh bien, la loi d'Esterel, c'est que c'est la plus extérieure qui gagne. Et cette loi a beaucoup de raisons de programmation d'exister. Mais ça veut dire quoi, la plus extérieure? Ça veut dire la plus grande. 3 est plus grand que 2, donc c'est 3 qui gagne. Donc, la synchronisation du parallélisme, qui est le problème dur en général, est ici complètement triviale parce que c'est juste calculer le max de deux nombres. Alors, comment est-ce qu'on, dans un circuit, on calcule le max de deux nombres? D'habitude, on fait un circuit qui s'appelle une daisy chain, que je ne vais pas vous montrer, mais qu'on va expliquer sur le vrai circuit qu'on fait nous. Et au début, on faisait ça, puis ça ne marchait pas bien. Ça faisait le bon calcul, mais ça avait des tas d'inconvénients. Ça faisait des trucs très, très bizarres sur le système de causalité du langage, etc. Puis il y avait un deuxième problème, c'était que quand on fait de l'analyse statique sur ces programmes, c'est-à-dire on exécute le programme, mais on regarde toutes les exécutions possibles, par exemple pour faire du test d'existence de cycles, pour faire de l'optimisation, eh bien, on est obligé de se dire que au moment où on voit par exemple un parallèle, on ne sait pas exactement quel code il va rendre, mais on sait qu'il va rendre un ensemble de codes possibles. Il peut terminer ou s'arrêter, ou bien faire l'exception numéro 3, donc il va rendre l'ensemble 0, 1, 3. Et donc il va falloir faire passer ce maximum aux ensembles. Et passer le maximum aux ensembles, ça veut dire calculer l'ensemble des maximums 2 à 2. Et donc, calculer l'ensemble des maximums 2 à 2 sur deux ensembles, la façon naturelle que je faisais, moi qui suis naïf, c'était de faire deux boucles imbriquées pour calculer cet ensemble de maximum. Et là, Gontier est venu, qui connaît infiniment plus de choses que moi, et que beaucoup de gens que je connais, est venu me voir, on dit, mais c'est idiot de faire ça, ça se fait avec cette instruction machine seulement, au lieu de deux boucles. Ah, alors je vous ai parlé de Hacker's Delight, c'est la manipulation de bits vecteurs. Alors on va voir à quel point ça peut faire des choses assez merveilleuses. Donc voilà le synchroniseur final. Et le synchroniseur final, donc, c'est très joli. Bon, vous oubliez qu'il, là, c'est pour tuer les branches quand il y a des exceptions. Ce synchroniseur final est quelque chose d'extrêmement joli. Et il a l'avantage absolument majeur que les fils vont de 0 vers 3. La façon classique de calculer un max, ce serait l'inverse. C'est dire si j'ai 1, alors je fais taire 0. Donc j'envoie un fil qui dit 0, tais-toi, je suis plus fort que toi. Si j'ai 2, je fais taire 1, ce qui fait qu'on a des fils dans l'autre sens. Ça nous faisait des tas d'ennuis. Et bizarrement, ce synchroniseur-là calcule max, calcule beaucoup plus que max, beaucoup plus astucieusement, et vraiment un petit miracle. Alors il n'a pas été trouvé comme ça, il a été trouvé par Gontier pour l'optimisation du logiciel. Alors, je vous ai dit que pour des raisons, par exemple, d'analyse statique, mais il y en a d'autres, on est obligé de calculer. Alors là, maintenant, on est dans un problème de nombres entiers, purement, on oublie Esterel. On est obligé de calculer le max de deux ensembles de nombres. Donc, x et y sont deux ensembles de nombres avec une borne, et on calcule le max des x, y, l'ensemble des maximums de x appartenant à x, y appartenant à y. Alors, vous voyez, vous mettez deux boucles, comme tout le monde. Alors, il y a juste une petite truc qui va nous aider dans la suite, c'est qu'en fait, ça s'écrit autrement, cet ensemble. C'est l'ensemble des points appartenant à x union y, tels qu'ils sont plus grands que le maximum des deux minimums. Pour voir ça, c'est assez logique. Prenons quelque chose qui est le max d'un x et d'un y. S'il est le max d'un x et d'un y, il est aussi le max de cet x et du minimum de l'ensemble y, puisque l'y que j'ai pris est forcément plus grand que le minimum. Donc c'est tout à fait vrai. Donc on peut écrire que c'est l'ensemble des points qui sont forcément dans x ou y, là, d'après ce qu'on disait, puisque c'est forcément l'un des deux, le maximum, quand on prend un x et un y. Et ils sont forcément dans x ou y, et ils sont plus grands que le plus grand des deux minimums. Bon. Alors très bien, donc ça simplifie un petit peu les boucles, donc il n'y a plus de deux boucles imbriquées, il y a une boucle pour calculer un minimum, une boucle pour calculer un minimum, une boucle pour calculer les max, et donc il y a trois boucles successives au lieu de deux imbriquées. Bon. Mais Gontier me dit, écoute, c'est idiot, il y a beaucoup plus simple, tu écris en unsigned, en bit vecteur, en C, tu écris la formule suivante, max de x, y égale x ou y et x ou moins x et y ou moins y. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instructions machine. Et voilà, c'est fait.
64 bits d'un coup. Alors moi, j'étais un peu débutant dans cette histoire-là. Ben, ça, c'est des nombres de Hadik qu'on fait mon cours sur les circuits en 2012, début 2013. Et donc j'ai dit à Gontier, écoute, arrête avec des bêtises et tout. Et puis après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit qu'il avait vraiment raison. Mais qu'il fallait prouver ça. Donc intuitivement, je vais vous faire la preuve et on va voir comment on l'a fait en vrai. Intuitivement, c'est assez simple. Donc je prends ici le codage bit vecteur de l'ensemble 1, 3, 5. Ça veut dire que le bit 0 est à 0, puisqu'il n'y a pas 0. Le bit 1, j'ai pris des bits ici qui vont de droite à gauche, contrairement un peu à mon habitude, c'est des mots classiques. 0 y est pas, 1 y est, 2 y est pas, 3 y est, 4 y est pas, 5 y est, 6 y est pas, 7 y est pas. Bon, si vous prenez 2, 5, 6, ben vous avez 2, vous avez 4, vous avez 5 et vous n'avez pas 6. Vous avez 2, pas 3, pas 4, 5 et 6. Donc si vous calculez l'ensemble des max 2 à 2, ça fait 2, 3, 5, 6. 2 parce que c'est 1. 2, 3, 5, 6, le seul qui disparaît c'est 1, dans le cas précis. Et c'est cet ensemble-là. D'accord ? C'est ça qu'il faut calculer. Alors pourquoi est-ce que cette formule calcule ça ? Alors il faut regarder ce que c'est que x ou moins x. Ça c'est un truc classique. J'ai appris ça qu'après. Regardez ce que c'est que moins x. Moins x c'est le complément à 2. Et ça pourrait aller à l'infini. C'est en fait des nombres de Hadik, ça. Eh bien, vous partez de la droite, vous gardez les zéros, et dès que vous arrivez sur un 1, c'est là que c'est intéressant, vous gardez ce 1, et après vous inversez tous les bits d'après. Pourquoi c'est le complément à 2 ? Parce que si vous faites la somme 0 plus 0 égale 0, 1 plus 1 égale 0, et après j'ai une retenue à 1 à chaque fois. Puisque j'ai une retenue en 30, et 1 sur 1, 1 et 1, 0, ça va me faire la retenue qui va se propager jusqu'à plus soif. Et si vous faites x ou moins x, eh bien vous trouvez ceci. Vous trouvez 0 d'abord, et ensuite plus que des 1. Plus que des 1 à partir d'où ? À partir du minimum de x, vu comme ensemble. Ici, à partir de 1, d'accord ? À partir de 1, ici, 0, pour 0, j'ai 0, puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord ? Partout. Donc x ou moins x, ça remplit de 1 après le minimum. Donc, voilà, on y est. Alors, si je prends x ou y, ça me fait ça. Ça me fait x union y. Si je prends x ou moins x, ça me fait ça. Tout ce qui est plus grand que le min de x. Si je prends y et moins y, ça me fait tout ce qui est plus grand que le min y. Si je fais l'intersection de tout ça, ça me fait exactement la condition qu'elle a. Z appartient à x union y, et z est plus grand que le min de x, et z est plus grand que le min de y. D'accord, voilà. Et 2, 3, 5, 6. Donc, ça, c'est intuitif. Avec les mains, c'est une preuve facile. Est-ce qu'un solveur SMT sait la faire ? Donc, j'ai posé la question à Sylvain Conchon, qui a posé la question à Jean-Christophe Filiatre, qui fait un super système SMT au-dessus de solver. Et donc, la réponse a été oui, et la preuve, je vous la montre, elle va être faite en Y3, donc qui est ou Y, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Y3 ou Y. C'est Y3, avec en plus Altergo dessous, qui est donc, dont Chantal a parlé tout à l'heure, et CVC4, qui est un autre solver. Pourquoi deux solvers ? Eh bien parce qu'Altergo est très très fort dans beaucoup de choses, par exemple les ensembles, mais que Altergo n'a pas de bit vecteur. Alors CVC4 n'est pas très fort dans les ensembles, mais il est très très bon en bit vecteur. Donc il a fallu faire quelque chose d'un peu moins ambitieux que ce que fait Chantal, puisque la preuve n'est pas vérifiée encore qu'après. Alors c'est très intéressant parce que si vous regardez mon synchroniseur magique, là, qui a des tonnes de bonnes propriétés, eh bien là vous avez ici L union R, donc L c'est la gauche, c'est la branche de gauche, et R c'est la branche de droite, c'était les anciens XY. L union R c'est cette porte-là, L ou moins L c'est cette suite de porte-là, ça revient exactement à L ou moins L, et R ou moins R c'est exactement cette suite de porte-là. Voilà. Donc, alors comment on fait en Y ? Eh bien, on écrit un module qui s'appelle strl, et puis on va commencer par, donc c'est un langage de programmation fonctionnelle de haut niveau, on va commencer par importer les bibliothèques. On va importer d'abord l'arithmétique entière, on va importer le min et le max, et on va importer les ensembles. Donc l'arithmétique, je vais laisser ça en noir, les ensembles en bleu, et puis on va importer les bits vecteurs 64 bits. 64, c'est largement assez pour strl. 64 niveaux d'exception, on a même limité à 32 dans le compilateur, mais ce n'est pas grave, on pourrait le faire aussi grand qu'on veut. Les bits vecteurs, donc je vous rappelle, en noir les entiers, en bleu les ensembles, et en marron les bits vecteurs.
ce qui vous montre qu'on va travailler avec plein de théories à la fois, donc montrant que ce que disait Chantal est complètement justifié par la pratique minimale. Hein. Bon, alors on va définir, donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble, c'est un peu un télo, mais c'est des choses qui marchent. Hein. Le type S, c'est un truc qui a un champ, c'est un bit vecteur. Donc BV, c'est le bit vecteur entier, et BV64.T, c'est le type qui est défini dans le package bit vecteur. Ensuite, on va définir une fonction fantôme. Là, fonction fantôme, ça veut dire, c'est un vieux truc de programmation objet ou de choses comme ça. Si je vais dire, à tout bit vecteur, je vais associer un truc qui s'appelle MDL, qui est sa transformation en ensemble. Parce que là, il faut dire comment le bit vecteur code les ensembles. Et bien, ça va être ce truc-là, MDL. Donc, quand je prends un objet de type S et que je lui applique MDL, rac, ça va me rendre magiquement l'ensemble. Et on va voir comment. Et bien, comment c'est ça? Je définis de la logique, donc je garde toujours mon rose pour la logique. Je définis un invariant qui dit que pour tout i, 0 inférieur à i inférieur à size, et si le nème bit du bit vecteur, self c'est l'objet dont je parle, si le nème bit du bit vecteur est à 1, alors ça veut dire que l'ensemble, ça veut dire que i appartient à l'ensemble. D'accord? Et donc je donne un invariant, et c'est ça qui va exprimer le codage. Ensuite, on va définir l'union. Et donc l'union, le truc, c'est simplement que je fais le ou des deux bits vecteurs. Mais ici, donc le MDL, c'est l'union des deux ensembles. Comment je définis le MDL? C'est l'union des deux ensembles. Et je mets un lemme qui dit, eh bien, rien que cette définition-là va garantir que l'ensemble de l'union, c'est bien l'union de A et de B. Donc, faire l'union en bit vecteur, ça fait bien l'union en ensemble. Et c'est ça, ça va être un lemme qui va être prouvé par le système Altergo. Typiquement, l'intersection, c'est exactement la même chose. Pour le moins unaire, eh ben, on va. Alors, ça, mon truc ne marche que pour les ensembles non vides. Hein. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que le moins unaire, c'est pas le moins unaire, c'est A ou moins A, pardon. Ils ont codé ici A ou moins A directement. Ça dit que l'ensemble, c'est exactement, c'est ce qu'on disait, c'est exactement tout ce qui est plus grand que le min. Et puis, bon, alors, ça, c'est ce qu'on veut comme résultat. C'est obtenir tous les z plus grands que le min. Et alors, c'est un peu difficile à coder, le code est là, mais les lemmes sont un peu difficiles à coder parce qu'en fait, on ne donne pas les positions dans les bits vecteurs avec des entiers, mais avec des bits vecteurs qu'il va falloir eux-mêmes regarder en tant qu'entiers, etc. Bon, c'est pas très grave, c'est un peu de la cuisine, pas bien grave. Mais en gros, on dit toujours, voilà, ça require, ça veut dire cette fonction-là va demander que son entrée vérifie ça. Va par ailleurs assurer que ça est vrai. Et pour vérifier que c'est bien vrai qu'elle assure que ça est vrai, il va falloir une preuve. Et cette preuve va utiliser ces assertions-là qui vont être des lemmes. Voilà. Ensuite, eh ben là, on définit l'opérateur global qui s'appelle max union, etc. Et on va lui dire, enfin, le système va avoir à prouver que ça assure les deux définitions possibles que j'ai données. Le premier, c'est il existe, donc c'est l'ensemble des choses qui sont des max de y et de z, y appartenant à A et z appartenant à B, c'est la première définition, ou bien il existe, alors x est plus grand que le max du min de A et du min de B. Et vous voyez qu'à tout moment, il faut bien savoir si on est dans les ensembles, si on est dans les bits vecteurs, si on est dans la logique. Et ça, c'est des couleurs. Et puis on écrit la définition ici, et la définition c'est exactement celle de cette équation, l'intersection de union de A et de B, et de l'intersection de union minus A, union minus B. D'accord. Et puis après on appelle Y3, et Y3 va lancer des calculs sur les différents prouveurs. Alors le total est tout à fait rapide, ce n'est pas la question, mais on voit que les prouveurs, ils sont capables de faire certaines choses et pas d'autres. Typiquement, vérifier l'assertion, les conditions, le require et le ensure de l'union, ben, c'est très facile pour Altergo, les autres ne savent pas faire.
Cette assertion-là est très facile pour Altergo. Par contre, ici, pourquoi il y a ça? C'est parce que Altergo, n'ayant pas de bit vecteur, il va être obligé de sous-traiter à CVC4 les calculs sur les bits vecteurs. CVC4 va savoir les faire en un rien de temps et Z3 va savoir pas les faire du tout. D'ailleurs, je vais amener sa méthode, mais bon, c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas tellement chiadé. Je vois les auteurs de Z3 bientôt, donc on va en discuter ensemble. Et donc voilà, c'est fini. Donc c'est un petit peu... vous voyez, l'écriture demande une habitude certaine des langages fonctionnels et un peu de la vérification. Mais une fois que c'est fait, on fait retour chariot, mais c'est bon. Alors, maintenant, on peut faire mieux, puisqu'on peut aller le prouver en coq aussi. De vérifier que les prouveurs n'ont pas fait des choses fausses. Voilà, donc vous voyez que c'est le genre de preuve qui apparaîtra dans le bouquin, ça. C'est-à-dire qu'il n'apparaîtra pas. Il y aura un pointeur sur la preuve sur Internet. Si vous voulez, allez vérifier la preuve vous-même en coq. On ne va pas mettre la preuve, et la preuve, d'ailleurs, on n'a pas envie de la voir. On a juste envie que coq la vérifie. Bonus 2, la machine chimique. Alors là, c'est quelque chose de plus simple. J'ai déjà présenté, mais je tiens à vous le présenter parce que je pense que 2009, il y a pas mal de gens qui n'étaient pas là, d'après mon sondage la fois dernière, et que c'est une des choses que j'ai préféré faire avec Gérard Boudol à l'INRIA Sofia. Alors, la dernière fois, je vous ai montré les algèbres de processus. Donc, les algèbres de processus qui ont vraiment changé la donne en parallélisme, c'est des choses assez simples, c'est des termes algébriques qu'on voit, et on a ici le parallélisme, le choix, la restriction, le renommage, la définition récursive et l'action. Donc on a parlé de ça la fois précédente. Et la sémantique de tout ça, c'est défini par des règles de logique, encore comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle SOS. SOS est un très beau nom, sémantique opérationnelle structurelle, ce qui a sauvé la sémantique des langages de programmation, parce que c'est une technique fabuleuse pour parler de langage de programmation et en même temps très simple. Alors voilà ces règles, ici disant par exemple que si P fait alpha, une action, et si Q fait l'action complémentaire, alors P et Q peuvent communiquer, se transformer en P parallèle Q se transforme en P'Q' en faisant l'action silencieuse tau. Ça, c'est l'essence de la communication en CCL. Donc c'est fait comme ça. Alors, ça marche bien, mais si on regarde, c'est quand même extrêmement lourd, vous allez voir pourquoi. Si je prends ce terme, là, vous voyez, j'ai A.0, donc c'est un truc qui fait juste A. Ensuite, B point, il fait B, puis A moins, puis C, et puis rien. B moins, puis rien. Restera un B. Donc voilà. Alors on voit qu'ici, je peux faire communiquer ce B et ce B moins pour aller vers A.0, puis là, je prends ce qui reste, A moins, C, 0 et 0. D'accord, facile. Ensuite, je peux faire communiquer ce A et ce A moins. Voilà. 0 parallèle, ce qui reste, c'est 0.0, 0, PB. Très bien. Mais alors, j'ai écrit ça, mais est-ce que c'est vrai? Pour montrer que c'est vrai, il faut faire une preuve. Et cette preuve n'est pas simple. On va la regarder. Pour montrer ici cette communication, il va falloir débobiner l'intégralité du terme, comme on fait dans ce type de logique. Toujours, on va débobiner. Donc, on va dire, on va prendre ici B A- C0 par B fait A- C0. B-0 par B- fait 0, donc j'en déduis par la règle du parallélisme de la communication que le parallélisme de ces deux termes fait tau, B et B- s'annulent, et A- c'est 0 parallèle 0. Donc ça, c'est une première preuve. Ensuite, il faut que je recolle ce P là. Donc pour recoller ce P, j'utilise la règle qui dit que si un morceau d'un parallèle fait quelque chose, alors ce parallèle fait quelque chose en laissant la deuxième composante pareille. Ça, c'est une règle encore. Et puis, pareil, il faut que je dise, oui, mais alors là, il faut que je cache B. Alors, ça tombe bien, avec tau, je peux cacher B, et donc j'ai le droit de rajouter le B. Et puis là, il faut que je rajoute le... Et puis voilà, puis après, il faut que je rajoute non, c'est tout. Non, il faut que je rajoute le A.0. Il y a une règle même que j'ai oubliée, là. Puis pareil, au deuxième coup, encore il faut dire ces deux-là peuvent communiquer, mais après, il va falloir encore une fois que je rajoute le B, etc. Donc il y a de la preuve. Donc pour faire cette manip élémentaire qu'on écrit très facilement à la main, en fait, il faut un gros arbre de preuves. Et on s'est dit, mais enfin quand même, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi? C'est Shadok ce truc, si on réfléchit bien. Mathématiquement, ça tient la route, mais... Quand on fait communiquer deux trucs dans une machine, on ne fait pas des preuves, on ne débobine pas des termes gigantesques.
Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut faire autrement? Et la manière est oui, et j'ai déjà montré ici le crible de Darwin plein de fois, donc c'est la meilleure manière connue de définir les nombres premiers, qui est de dire que pour voir ce que c'est qu'un nombre premier, on met les poissons dans la mer, on les laisse nager, ils ont chacun un dossard, et tout poisson a le droit de manger ses multiples. Et la définition des nombres premiers, c'est que ce sont les survivants. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition de ça des nombres premiers. Et c'est beaucoup mieux que toutes les définitions que je connais. Par exemple, le crible d'Eratosthène est complètement stupide. Hein. Vous mettez tous les nombres en long, c'est ça qu'on apprend aux gamins, mais c'est parfaitement idiot. Vous mettez tous les nombres en long, et puis vous partez de 2, et vous scannez comme ça. Alors déjà, vous ne pouvez même pas aller jusqu'à l'infini, parce que sinon, ça prend un temps infini. Et vous revenez en arrière, et puis vous repartez, vous prenez le plus petit C3, puis donc il y a plein d'opérations du genre aller dans l'ordre, aller revenir, faire retour chariot, tout ça ne sert à rien. Il suffit de laisser nager les poissons. Donc le parallélisme est beaucoup plus simple que la séquentialité. Mais le parallélisme n'est pas naturel en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'un mathématicien, ça travaille avec un crayon. Un crayon, ce n'est pas parallèle. C'est très dur de travailler avec 2 crayons en mathématiques. Hein. Alors on s'est dit, mais pourquoi pas faire ça sérieusement? Donc cette idée, au départ, était de Banach et de Le Métayer dans le langage gamma. Mais nous, on l'a poussé beaucoup plus loin. On s'est dit, mais pourquoi ne pas refaire la théorie du parallélisme en supprimant cette notion de preuve qui sert fondamentalement à rien, pour quelque chose d'aussi simple? Elle sert dans des tas d'autres endroits. Et donc on a dit, ben voilà, on va faire exactement comme nos poissons, mais cette fois-ci avec des termes de CCS. Mais on ne va pas faire des preuves, on va faire plus malin, on va faire de la chimie. Donc voilà notre terme au départ. Alors là, il faut avoir une interprétation chimique des opérateurs. Qu'est-ce que c'est que parallèle? Parallèle, c'est le pont hydrogène. C'est un machin, c'est pas très solide. Hein? Quand on fait un pont hydrogène, la mayonnaise, c'est fait avec des ponts hydrogène. Donc la mayonnaise, c'est bien, c'est solide, la mayonnaise. Si vous la faites bien dure, c'est bien solide. Vous mettez du citron dessus, chaf, ça disparaît. Parce que le pont hydrogène, c'est vite cassé par le citron. Donc on va faire ça. Donc on va dire nos parallèles, c'est des ponts hydrogène. Donc on va chauffer un peu, ou si on chauffe, c'est pareil, on va chauffer, et on va faire ce qu'on appelle une dissolution. Donc le terme va être coupé en 2, là, et ce parallèle disparaît, et je fais 2 poissons, un poisson à point 0, puis ce poisson-là. Bon, très bien, mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin à cause de ce truc-là, qui dit, là, je ne veux pas voir de B sortir de ce truc-là. Alors ce qu'on va faire, c'est on va être récursif. On va faire une bulle, une membrane, une cellule. Donc on va rouvrir une cellule et le terme qui est à l'intérieur va pouvoir être dans cette cellule. Et cette cellule devient une vie autonome maintenant. Ben oui, la membrane cellulaire, c'est un truc vraiment utile dans la vie. Donc c'est de la biochimie plutôt que de la chimie, si on veut. Et puis à l'intérieur de cette membrane, ben maintenant on peut chauffer et on peut séparer les composants. Et donc on n'a pas fait de preuve, hein. On n'a fait que des opérations totalement triviales. Techniquement, c'est des multi-ensembles, si vous voulez. Donc voilà, on se retrouve avec BA-C, 0, B-, d'accord. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, en gros, ces trucs-là, ça flotte comme ça veut, donc ces deux-là, ben, ils peuvent se rencontrer. Et une fois qu'ils se rencontrent, eh ben, ils communiquent, le B et le B- et le B disparaissent, et hop, il ne nous reste plus que les 2 composants qui sont A-C, 0 et 0. Le 0, qui ne sert plus à rien, on chauffe, il s'évapore, d'accord, il disparaît. Et puis, bon, alors là, on a quand même un petit problème qui reste, c'est A et A-, là. Alors comment on fait? Ben, on dit, en fait, cette membrane, c'est comme les membranes cellulaires. Une membrane cellulaire, ce n'est pas étanche, c'est perméable. Il y a des canaux qui permettent à des choses de passer. Hein? Et les choses qui vont passer, c'est précisément ce A ou ce A- qui ont un nom extrêmement précis qui s'appelle la valence. En chimie, c'est quoi la valence? Vous écrivez O2-, ça veut dire qu'il y a 2 électrons de valence. Le O2 ne vous sert à rien, c'est le moins- qui vous sert en chimie. Ben là, c'est pareil. Donc la valence, c'est A et la valence, c'est A-. Donc la valence a le droit de traverser, sauf les valences B qui n'ont pas le droit de traverser, c'est marqué là, c'est une cellule étanche au B. La valence a le droit de traverser, et à ce moment-là, A et A- peuvent se rencontrer, et la communication fait qu'il y a un 0 qui reste dehors et le C.0 qui reste à l'intérieur de sa membrane. Après, il va pouvoir ressortir son C s'il veut, et puis on va évaporer le 0. Et on a fait exactement le même calcul sans avoir besoin de faire des arbres de preuve avec des opérations parfaitement triviales. Et donc, ce modèle ultra simple
D'abord, le papier a été rejeté par les référies. Alors ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. C'est que les référies ont dit, il y avait deux sortes de référies. Je ne suis pas censé les trahir, mais je ne me gênerai pas. Le premier disait, comment est-ce que osez-vous dire que ce que vous faites, c'est plus simple que ce que fait Milner, parce que Milner, c'est Dieu, ce qui n'est pas faux, dans notre domaine au moins. Et moi, j'ai répondu, vous savez, quand on a montré ça à Milner, il nous a dit, ah oui, j'y avais pensé, mais je n'ai pas osé. Et puis, ce n'est pas mon style, parce que moi, je préfère l'algèbre. Moi, j'étais chimiste quand j'étais petit, donc je préférais la chimie. Chacun ses trucs, ce n'est pas le problème. Et puis, comment pouvez vous dire que ce que vous faites, c'est plus simple que ce que fait Plotkin dans son livre SOS, Structural Operational Semantics, qui a changé le monde? Et j'ai répondu, ah oui, et dans votre papier, il n'y a que des définitions et pas de théorèmes. Alors là, Plotkin se trouve que c'est quelqu'un qui est un bon copain depuis très longtemps. J'ai dit, dans le bouquin de Plotkin, il n'y a même pas une définition. Vous pouvez le regarder. Donc voilà. Et donc c'est devenu quand même un modèle assez standard maintenant. Et par exemple, le pi-calcul, qui est utilisé en sécurité en grand, qui est un calcul beaucoup plus subtil que celui-là, c'est le successeur. Le pi-calcul se présente maintenant très souvent comme ça. Ça a des noms comme le pi-calcul asynchrone, etc. Et la machine chimique, vous pouvez la trouver en des tas d'occasions. Et par exemple, il y a la machine Biocham, la machine biochimique développée par François Fage, qui est utilisée par Dassault Systèmes pas mal pour faire de l'analyse de réactions moléculaires à l'intérieur des cellules. Donc vous voyez qu'on n'est pas forcé de faire des choses compliquées et que de temps en temps, ça aide d'avoir de pensées simples. Alors, je vous ai mis ici quelques références. Il y a aussi des langages de programmation qui ont été faits avec. Il se trouve que Cédric Fournet, dans mon cours de 2009, a parlé du Joint Calculus, qui est un langage qui n'a pas eu un très grand succès, qui a été implémenté, et dont je pense qu'il est extrêmement intéressant, donc qui a été fait avec Georges Gontier et Jean-Jacques Lévy, et également par Fabrice Lefessant sur une implémentation du Joint Calcul qui est toujours disponible. Donc c'est très rigolo, et puis la science n'est pas forcément ennuyeux. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer, pour terminer les bonus, je voulais vous montrer une vérification avec CADP. La dernière fois, on a vu des vérifications en spin, mais j'ai parlé de CADP, et je ne vais pas détailler cette vérification, mais ça va me servir à illustrer quelque chose dont je n'ai pas parlé. C'est un exemple que vous allez peut-être retrouver, si ça vous intéresse, dans beaucoup de papiers. C'est un exemple de système de perçage industriel très simple, mais qui a servi de benchmark à beaucoup de vérifieurs. Et puis, c'est une utilisation des expressions régulières. Des expressions régulières qui sont aussi un moyen d'exprimer des propriétés très intéressantes et que je n'ai pas illustré jusque-là. Donc, c'est dans un papier qui s'appelle Specification and Analysis of Asynchronous Systems Using CADP, qui est paru en 2010. Il y en a des versions avant, ça se trouve très facilement sur le web. Et on trouve également les programmes associés. Et il y a beaucoup d'autres exemples CADP à l'adresse que j'avais déjà donnée la dernière fois, mais je vais me contenter de celui-là. Donc voilà l'objet. C'est un système de perçage. Vous avez une table tournante. Vous avez ici une perceuse et un testeur. Donc la perceuse, elle agit sur ce trou-là. L'entrée se fait par ce trou-là. Donc on va poser une pièce dedans. La table va tourner. Elle va être percée ici. Donc il va y avoir un verrou qui va tenir la pièce. Et la perceuse va percer, puis ensuite ça va retourner, et le test va tester que le trou est bien percé. C'est idéalisé, évidemment. Puis après, quand ça aura tourné encore un coup, hop, la pièce va sortir. Puis évidemment, tout ça se fait en parallèle. Donc, bon, alors c'est pas très compliqué. Alors, dans le papier, et j'ai tout mis dans les transparents, je ne vais pas le détailler, mais c'est pour... Vous trouverez tout dans les transparents donc sur le web, en source à voler, je vous rappelle, ou en PDF. Et donc, il y a voilà, les commandes, faire tourner la table de 90 degrés contre les aiguilles d'une montre, bloquer ou relâcher le clamp, le verrou, etc. Bon, ça c'est simple. Et puis, vous avez un contrôleur qui va contrôler tout ça. Il va falloir me montrer que ça marche et que ça ne fait pas des bêtises. Et bon, le contrôleur, il va donner des commandes du genre tourner la table, percer, bloquer, débloquer, tester, etc. Il va recevoir en retour des informations. La rotation est finie. Le produit est arrivé dans la case de départ. On a fini de percer.
le clamp est bloqué, le clamp est débloqué, le produit vient d'être testé sur la position de test, et il n'y a plus personne sur la position 3 parce qu'on l'a enlevé, et puis des choses comme ça, et puis des requêtes de l'extérieur qui sont voilà, mettre un truc en position 0 ou l'enlever de la position 3. Donc ça, c'est tout un tas de commandes. L'architecture du programme, c'est toujours, on a l'objet dont on parle, là, ici, ça c'est quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, il y a l'entrée, la sortie, la perceuse et le test, et puis l'environnement qui envoie ces commandes. Bon, c'est une architecture classique avec des messages. Ça, c'est des messages qui vont circuler entre le contrôleur et les différents éléments. Les différents éléments se modélisent par des petits automates tout simples. Par exemple, la percée, c'est quand ça reçoit la commande de percée, ça met le truc en marche, ça baisse le bidule. Après, bon, je ne sais pas tout, ça remonte le machin, etc. Bon, puis ça envoie des commandes, ça envoie des trucs au contrôleur en disant c'est bon, etc. Donc c'est 4 process, et puis le contrôleur, si vous le faites séquentiel, ça ressemble à ça. Je ne sais pas pourquoi ils mettent les flèches par-dessus les identificateurs, ce que je trouve vraiment pas bien vu, mais c'est autre chose. Et puis, si vous voulez faire un vrai contrôleur parallèle, ce qui est le cas de celui qui est fait, là, vous ne verrez jamais le diagramme d'état parce qu'il est beaucoup trop gros. Alors, quelles sont les propriétés qu'on veut montrer? Ces propriétés, elles se lisent là. C'est intéressant cet exemple parce que les propriétés sont en anglais d'un côté et en formel de l'autre. Par exemple, on va prendre celle-là. Après le test d'un produit et un quart de tour de table, il n'est pas possible que le contrôleur principal commande une autre rotation avant qu'on ait enlevé le produit. Alors ça, bon, c'est une phrase qui s'écrit bien, mais comment elle se formalise? Eh bien, elle va se formaliser comme ça. Alors si vous le faites en logique temporelle classique, vous avez à imbriquer des tas de choses. Si vous le faites en expression régulière, c'est assez simple. Vous dites, bon, true star, ça veut dire je me fous de ce qui se passe pendant un temps quelconque. Ensuite, si je reçois l'information que le produit vient d'être testé, alors à ce moment-là, je ne pourrais pas faire tourner la table jusqu'à ce que je la fasse tourner. Ça veut dire je regarde quand je l'ai fait tourner exactement une fois. Et à ce moment-là, ou juste après, alors, si je n'ai pas le produit absent et que je fais tourner la table, je déclenche une erreur. Toujours pareil, il faut toujours infirmer les choses, donc c'est toujours un peu sportif. Bon, alors ça permet d'écrire des séquences. C'est un peu piéton, mais c'est efficace. Et finalement, ça fait qu'écrire ça de façon assez naturelle. Il n'y a pas tellement de méthodes non piétonnes dans ces systèmes-là. D'ailleurs, là non plus. Chaque fois, par exemple, voilà les choses. Chaque fois que le testeur détecte un produit correctement percé, il n'y aura pas d'erreur dans le cycle suivant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faux négatif. Alors vous avez plein de propriétés comme ça. Par exemple, après le test et machin, le contrôleur ne pourra pas lancer un test avant de commencer un autre perçage. Et là, vous vous apercevez de quelque chose d'intéressant. C'est que la spécification d'un système est en général plus longue que sa réalisation. C'est-à-dire que la définition des choses que ça a le droit de faire et pas le droit de faire est en général plus longue que la réalisation. Et c'est en général l'objet maltraité dans la plupart des spécifications industrielles. J'ai souvent mentionné la chose que j'avais vue en spatial, en nucléaire, qui était en cas d'arrivée d'alarmes nombreuses et rapprochées, le logiciel devra réagir en conséquence. C'est une spécification assez facile à respecter. Alors, il y a aussi comment on peut parler de la validité. Alors, la validité, ça s'exprime avec des inévitables, inev. Il est inévitable quand, qui était le prédicat initial introduit par Sifakis et Kay dans César, et donc qui a donné le prix Turing à Sifakis en même temps que Clark et Emerson. Donc, vous voyez, ici, on va parler de vivacité, c'est-à-dire des choses qui doivent arriver, pas seulement des choses qui ne peuvent pas arriver. Sécurité, ça ne peut pas arriver, vivacité, ça doit arriver. Donc, si on prend par exemple celle-là, initialement, le contrôleur principal va finir par commander l'insertion des produits dans tous les slots de la table.
Alors là, c'est très amusant. Il est inévitable que tant que la table n'a pas tourné, on rajoute. Ensuite, quand la table a tourné une fois, on rajoute, etc. Bon, c'est très piéton, mais on peut pas. C'est intéressant d'essayer de comprendre comment faire mieux, d'ailleurs. Celui-là, tout produit testé finira par être sorti après la prochaine rotation de la table. Voilà. Finira par. Hein. Donc encore, il est inévitable que si on tourne une fois, et on finira par arriver. C'est-à-dire il est inévitable qu'il va sortir au prochain quart de tour après le test. Alors des fois, ça peut être assez casse-pied. Hein. Chaque commande, respectivement demande envoyée par le contrôleur principal aux objets physiques, aux appareils physiques, respectivement à l'environnement, finira par être suivie par son acknowledgement avant que la table ne tourne un coup. Alors, donc, si vous comprenez que les gens, quand ils écrivent des choses comme ça dans l'industrie, ils passent leur vie à se gourer. Et les gens qui les lisent pour faire le système aussi. Donc, on voit que le texte est très inefficace pour parler de choses comme ça, et que le formel n'est pas très agréable, mais vous avez le choix entre l'inefficace et le pas agréable. On ne sait pas faire mieux à l'heure actuelle. C'est comme ça. Moi, je préfère le pas agréable avec des systèmes qui marchent que l'efficace avec des systèmes qui ne marchent pas. Voilà. Donc cet exemple, je vous le laisse en pâture pour le regarder de près. Il n'est pas du tout inintéressant. Et vous pouvez le voir traité dans tous les systèmes de preuves de ce type du commerce ou de la recherche. Bon, passons aux réponses aux questions. Alors, première question. Beaucoup de progrès ont été faits en vérification, mais les systèmes très asynchrones communiquant à de très grands canaux, comme par exemple en télécom, par fibre optique transocéanique, par exemple, dans lesquels les buffers peuvent faire des dizaines de gigabits, présentent des défis sérieux à la vérification. Les progrès qui s'appliquent, par exemple, au circuit ne semblent pas s'appliquer ici. Alors, ce n'est pas 100% clair, ça, je ne sais pas. Donc la question est, peut-on concevoir des systèmes grandement distribués et sûrs, ou aussi des systèmes tolérant les fautes, sorte d'hybride épreuve et autres preuves et sûreté de fonctionnement? Ça, c'est une vraie grande question. Alors, je n'ai pas vraiment les réponses, c'est plutôt quelque chose qu'il faut analyser dans le futur, mais je peux dire au moins une chose. La taille des buffers est un grand problème en model checking où il n'y a pas de récurrence, mais pour les systèmes qui ont de la récurrence, ça n'a aucune raison d'être un problème quelconque. Pas parce qu'un buffer fait 3 millions de long, si on sait faire la preuve pour tout n, c'est assez rare que ce soit le n qui fasse qu'un système marche ou marche pas. Ça peut exister. Hein. Bon, je n'irai pas trop dans les grands nombres, plutôt dans les petits. Bon, c'est une réponse partielle parce que je ne sais pas du tout si ça s'applique au cas précis. En revanche, l'hybridation, ça a beaucoup de sens et c'est fait en grand déjà. Un système complètement hybride, c'est Internet. Internet est composé de plusieurs choses, des protocoles parfaitement déterministes comme TCP, ou pas forcément déterministes d'ailleurs, mais des protocoles qui sont assez bien définis. TCP n'est pas super bien défini, mais son noyau est assez bien défini. Il y a d'autres protocoles qui sont très bien définis dans la nature, qui sont définis tout à fait formellement, ça existe tout à fait. Et puis bon, ces protocoles-là assurent qu'ils ne vont pas se tromper dans les acknowledgements, ils ne vont pas faire faux dans les acknowledgements. Par contre, on sait qu'Internet perd des messages. Et je vous rappelle, parce que je le dis souvent, il est indispensable qu'Internet perde des messages. Si Internet ne perdait pas des messages, il ne pourrait pas marcher. C'est indispensable. Il serait engorgé par les vieux messages qui traînent. Hein. Je vous rappelle que dans Internet, tout message peut passer par n'importe où pour aller ailleurs. Et donc, s'il n'y avait que des messages qui vont de ailleurs à n'importe où, partout dans le réseau, ça ne va pas. Donc, dès qu'un message est vieux, on le tue sur Internet. Donc, évidemment, il y a des pertes de messages. Et rien ne dit que la retransmission va marcher. D'ailleurs, elle n'a aucune raison de marcher. Donc, ce qu'on appelle best effort. Donc, ça existe. Et là, il y a de la tolérance aux fautes avec des algos probabilistes. Alors, les algorithmes probabilistes pour Internet, c'est un sujet de recherche gigantesque. Comment on fait les routeurs? Et l'impact de ces algorithmes est énorme. Et c'est vrai aussi sur le pair à pair. Et je soupçonne qu'il existe des fortes corrélations entre ce qui se passe dans les systèmes pair à pair et ce qui se passe dans le système immunitaire de l'humain. Mais c'est autre chose. J'aimerais bien pouvoir parler de ça un jour. Je pourrais peut-être vous préciser ça si vous avez une question là-dessus.
Donc, on utilise donc aussi des preuves, on utilise un mélange de preuves et d'algorithmes probabilistes. Alors, ce qui est vrai pour Internet n'est pas forcément vrai pour d'autres systèmes, parce qu'Internet est un système gigantesque, et c'est pour ça qu'il marche. S'il était tout petit, ce serait plus compliqué, en fait. C'est pour ça qu'il marche. Mais bien sûr que par exemple, on ne sait pas encore contrer vraiment les dénis de service, on ne sait pas faire des choses comme ça, qui sont évidemment très importants en télécom. Donc, bon, c'est très rudimentaire comme réponse, mais il y a une troisième réponse qui est une réponse de recherche, c'est que les techniques de vérification pour la correction totale et la tolérance aux fautes ne sont pas si différentes que ça. Et qu'il y a de plus en plus de travaux sur une homogénéisation de ces choses. Je citerai le travail de Patricia Bouillet, dont j'ai déjà parlé, qui est à Cachan, sur la vérification de robustesse dans les automates temporisés. Par exemple, dans le protocole de Fisher, on disait il faut attendre au moins un temps K. Mais qu'est-ce qui se passe si on attend K moins delta? Est-ce que le protocole marche ou pas? Ça, c'est vraiment important, parce qu'attendre un temps exactement K, on sait que c'est physiquement pas possible. Parce qu'il n'existe pas de montre exacte. Donc, quelle est la tolérance de ce protocole? Ce protocole existe-t-il en théorie ou est-il valide en pratique? Donc, il y a pas mal de travaux qui sont faits à Cachan en particulier, mais aussi dans d'autres endroits qui s'intéressent aux automates temporisés, sur la notion de robustesse, c'est-à-dire est-ce que donner des limites qui ne sont pas exactes, mais qui sont plus ou moins quelque chose, par exemple, ça fait que les algorithmes se plantent ou marchent. Donc ça, c'est un peu une réponse partielle pour au moins certains systèmes. Et également, Marta Kwiatkowska, par exemple, travaille beaucoup sur la vérification de systèmes probabilistes. C'est-à-dire, si on a des automates qui ne sont plus des automates exacts, mais des automates probabilistes, est-ce qu'on peut faire de la vérification de propriétés réelles, probabilistes ou certaines d'ailleurs, sur ces automates-là? Donc il y a pas mal de travaux qui sont encore jeunes, mais qui sont vraiment intéressants là-dessus. Et puis, par exemple, aussi, les algorithmes, par exemple, chez Dassault, Emmanuel Le Dino, qui a causé ici, avait fait des preuves en coq, mais alors dans les années où coq était à peine né, des preuves en coq des algorithmes qu'ils utilisaient chez Dassault pour l'évaluation de risques, probabilistes des risques, qui étaient des algorithmes à base de BDD. Donc, qui ont été prouvés en coq et qui ont servi à évaluer des risques dans les systèmes. Donc tout ça n'est pas fini, loin de là, il y a du boulot pour très très longtemps. De toute façon, pour faire des systèmes qui marchent, la bonne solution, c'est d'arrêter de pisser du code. Alors ça, malheureusement, c'est très très difficile de convaincre les gens de ça. Parce qu'ils sont toujours en retard et qu'il faut toujours pisser du code de toute façon. Donc, tous les systèmes actuels ne sont pas faits en pissant du code et les systèmes qui marchent vraiment bien ne sont pas faits comme ça. Mais dans l'industrie, il y a une grosse tendance de prendre des gens peu formés pour faire écrire du code très vite en espérant que ça marchera. Ça ne marche pas très bien, mais c'est comme ça. Vous savez, c'est très difficile. La prévention est un art extrêmement difficile. Expliquer à quelqu'un qu'il faut qu'il arrête de fumer, ça a toujours été extrêmement efficace. Alors, faut mettre alors là, par rapport à la preuve, il faut distinguer ce qu'il faut prouver. Ça, c'est vraiment l'art de l'ingénieur, de distinguer ce qui doit vraiment marcher. Quand on fait des bâtiments, on sait qu'il y a des endroits absolument critiques. Quand on fait des choses comme la tour Eiffel, on sait que si les rivets ne sont pas bons, ça ne va pas être bon pour la tour Eiffel. D'accord? Donc Eiffel, il était vraiment très compétent en rivet. Et le rivet, c'est tout petit dans la tour Eiffel, mais c'est là que ça se passe. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est là où se passent les ennuis, où sont les nids à bugs, où sont les ennuis. Et typiquement, les algorithmes distribués, ça j'ai déjà dit, c'est une source d'ennuis. Donc on peut vérifier formellement les algorithmes distribués. Par exemple, j'avais parlé de Google. Ce n'est pas le 212 mars 014, c'est le 12 mars 2014, vous aurez corrigé. Donc la base de données Spanner de Google repose en grande partie sur des algorithmes prouvés, qui sont en général des algorithmes de Lamport prouvés par Lamport. Et c'est très important. C'est très important parce que, j'ai déjà dit, rien ne ressemble à un algorithme juste autant qu'un algorithme faux. Donc oui, il faut prouver les morceaux clés des systèmes, et Stéphanie nous en a parlé la dernière fois pour la sécurité, où toute sécurité faite à la main se plante avec une régularité métronomique. Question 2. Sur les protocoles, il y a de nombreuses initiatives pour de nouveaux standards. Comment y faire pour y exploiter les avancées théoriques présentées dans le cours? Alors ça, c'est un problème absolument essentiel.
Les standards sont extraordinairement importants dans l'industrie, et pas que dans l'industrie d'ailleurs. Les chercheurs s'intéressent de plus en plus aux standards et interviennent de plus en plus dans la création des standards, sans exagération d'ailleurs, mais ça se voit. Donc, le problème n'est pas spécifique au protocole, hein, il est vrai pour tous les standards. Alors, en fait, et puis dire que le cours était théorique, ça commence à être plus vrai, justement. Le cours parle de la théorie du model checking, mais ce qui intéresse les chercheurs qu'en font, ce n'est pas la théorie. C'est l'ensemble de la théorie et de la pratique. Hein. Un model checking théorique, ça intéresse un peu moins les gens maintenant. Si, des problèmes de complexité, mais ce n'est pas là que se fait le jugement final. En fait, le model checking est né des besoins en protocole de télécommunication. Bien avant Sifakis, Clark et Emerson, il y avait Bockman qui faisait des systèmes de vérification de protocoles de télécommunication, parce que les protocoles de télécommunication ont eu des très gros ennuis. Si vous vous rappelez, en 1981, le crash total du téléphone interurbain d'AT&T, pendant 10 heures, qui n'a pas du tout amusé les gens et qui était dû à la mauvaise position d'une parenthèse dans un programme C. Qui a fait que AT&T a ouvert le gros labo de Bell Labs, le labo Unix. Les protocoles de sécurité sont de plus en plus vérifiés et le seront de plus en plus, très certainement. Ça, Stéphanie vous en a parlé la semaine dernière. En avionique, la DO 178C, qui est la nouvelle norme de certification des avions, l'avionique ayant reconnu la différence absolument fondamentale entre le logiciel et le matériel. Il y a eu aussi une DO 254 pour le matériel, d'ailleurs pour les circuits, mais ils ont reconnu que certifier les programmes, ce n'était pas comme certifier les ailes. Ce n'était pas la même logique. Donc la DO 178C, qui est maintenant en vigueur, intègre la vérification formelle comme outil important de vérification. C'est un standard mondial, obligatoire mondialement, rien ne peut voler sans ça, dans le commercial et même dans le militaire maintenant, de plus en plus. Et donc ça intègre la vérification formelle, alors que dans la DO 178B, ça n'avait pas de valeur. C'est-à-dire si vous faisiez une preuve en coq de votre programme, ça n'avait pas de valeur de certification. C'est assez intéressant. Donc les normes sont supérieures à la science. Hein. Dans l'industrie, c'est absolument clair et ce n'est pas idiot. J'ai travaillé sur la vérification, j'ai travaillé avec les gens de l'IRSN pour regarder ce qu'ils avaient fait sur la vérification des logiciels de sécurité des centrales nucléaires. Ça, c'est très important parce que les centrales nucléaires, pendant une demi-heure, en cas d'accident, il n'y a pas d'intervention humaine possible. C'est entièrement sous contrôle logiciel. J'ai déjà mentionné, la raison, c'est que tous les accidents de centrales nucléaires, sauf Fukushima, sont dus aux erreurs humaines. C'est-à-dire que Three Mile Island et Tchernobyl, ça a été provoqué par des hommes qui ont fait exprès de bypasser les systèmes de sécurité. Bon, donc le choix a été fait qu'un ordinateur, c'est quand même moins bête qu'un homme. Et ça peut toujours se discuter, ça. Hein. Et donc, la vérification qu'ils ont faite de ces logiciels utilise des vérifieurs formels sophistiqués, en particulier développés au CEA, en particulier pour le flottant, et tout à fait à l'état de l'art, et ces gens sont tout à fait à l'état de l'art. Et on est en train de parler d'industrie sérieuse, là, hein, où les accidents sont sérieux. En signalisation ferroviaire, par exemple, la Prover Technologies, dont j'ai parlé, qui fait un SolverSat SMT, son marché numéro 1, ça a toujours été la signalisation ferroviaire. Vérifier que les systèmes de signaux font que les trains ne vont pas se rentrer dedans. Et vous savez que ça arrive encore, que les trains se rentrent dedans. C'est arrivé en Allemagne 2 fois il n'y a pas longtemps. Donc la perméabilité industrie, méthode formelle, s'améliore doucement. Alors dans l'industrie des circuits, la méthode formelle est complètement standard. Et alors là, je dirais par rapport à ce que disait Chantal, quand on fait une optimisation, en fait, c'est super facile de prouver en circuit que... Ça dépend des optimisations, mais si c'est des optimisations booléennes, c'est super facile de prouver avec SAT. Mais on fait maintenant des systèmes de vérification formelle très malins sur les optimisations des compilateurs. Et à Microsoft Cambridge, il y en a un qui est vraiment très très bon, qui a permis de trouver pas mal d'erreurs dans les compilateurs du commerce. C'est sur des problèmes relativement spécifiques, mais ce vérifieur est vraiment très bon. Et là, on parle de compilateurs du commerce sur un langage le plus utilisé au monde, donc on ne rigole pas avec les détails. Hein. C'est plus que de l'industrie, là, parce que c'est universel. Donc ça existe. Question 3. Sur les optimisations de circuits, peut-on capitaliser sur les opérations déjà effectuées, par exemple quand on retrouve des sous-expressions logiques vues ailleurs?
Alors, peut-on enregistrer les optimisations déjà réalisées dans les formats adaptés? Donc ça, c'est une très bonne question. Quand on fait des calculs chers, est-ce qu'on peut les conserver? De manière générale, mais dans le cas précis, puisque j'ai parlé de ça, est-ce qu'on peut les conserver? Alors, la réponse est oui et non, comme d'habitude. Bon, alors en règle générale, les optimisations se font sur des modules, des choses de taille raisonnable. Par exemple, vous allez optimiser un multiplieur, pas tout le circuit. Vous allez optimiser, enfin non, les multiplieurs, on ne peut pas les optimiser, ce n'est pas la peine, il n'y a que les humains qui comprennent les multiplieurs. Mais vous allez optimiser un circuit de contrôle, ce qu'on fait en STRL. On va faire des optimisations très profondes, mais on ne peut pas optimiser tout le circuit, ce n'est pas possible. Donc on va faire modulaire. Et effectivement, quand on a un objet optimisé, on va pouvoir le stocker dans le format standard de l'objet non optimisé. Il va être simplement rigoureusement totalement illisible. Ce qui va poser des problèmes, dont un que j'avais mentionné en 2015 dans mon cours à Sofia, qui était le problème de The CO, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Ça pose des problèmes sérieux. Mais surtout, plus souvent, l'optimisation d'une sous-expression dépend fortement de son contexte. Donc ça ne servirait pas vraiment d'optimiser, de se souvenir des sous-expressions. Ça ne servirait pas vraiment. Et ça, Patrick Viau l'avait bien expliqué le 9 mars, parce que pour optimiser une expression logique, il faut connaître les données qui ne lui arriveront pas, fondamentalement. Par exemple, si j'ai X ou Y et je sais que X et Y ne peuvent pas arriver ensemble, à ce moment-là, je peux optimiser ou en XOR, en ou exclusif, il donnera partout le même résultat, et qui est meilleur en hardware. Donc, cette information est critique. Or, quand on prend une sous-expression toute seule, on n'a justement pas l'information parce que c'est le reste du système qui donne cette information. Donc, en général, on n'a pas trop intérêt à s'intéresser aux sous-expressions trop petites. Bon, ce n'était pas évident, ce n'est pas forcément vrai partout, mais en général, on ne s'intéresse pas dans l'optimisation, on essaie d'être quand même sur des morceaux assez gros pour être efficace. La bonne taille est le problème difficile. Mais bon, donc ce qu'il faut, c'est comprendre la bonne taille de l'objet à optimiser. C'est pour ça qu'on fait des fonctions dans les programmes, et c'est pour ça que des fois, les compilateurs ne fonctionnent pas. Je me souviens très bien de GCC, quand on faisait STRL au début, où on générait des programmes de 40 000 lignes, on générait de l'assembleur. Donc on disait, j'ai 20 000 variables et 40 000 lignes de code. Et en fait, ces variables, c'était des cases mémoire, donc c'était littéralement de l'assembleur. Donc un compilateur C normal disait, ouf, ça a une tête d'assembleur, je fais surtout rien, et ça compilait en temps zéro. Et GCC répondait jamais, parce qu'il essayait de faire une allocation optimale d'enregistre. Alors sur 20 000 variables, c'est un peu raté. Donc maintenant, c'est changé, ça, mais il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça. Quelque part, le compilateur supposait que le code était écrit par des humains, ce qui est une supposition idiote. La plupart des programmes C sont générés par d'autres programmes et ne sont pas écrits par des humains. Donc la supposition d'un jour n'est pas la supposition du lendemain. Un sujet qui me passionne, c'est la permanence des choses. Savez-vous pourquoi c'était très dur de faire le TGV? Parce que l'écartement des rails est trop étroit. C'est 1,41 m, je crois, un truc comme ça. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Alors pourquoi est-ce que l'écartement des rails est trop étroit? Parce que M. Stephenson, quand il a posé la première voie en Angleterre, a dû choisir l'écartement des rails et qu'il a dit, bon, mais ce qui serait bien, c'est de pouvoir faire rouler les diligences dessus aussi. Alors pourquoi est-ce que l'écartement des roues des diligences était normalisé? Eh bien parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup de voies romaines et que les voies romaines avaient des gros sillons qui étaient faits depuis les Romains par les chars qui passaient sur les routes romaines. Et pourquoi est-ce que les chars romains étaient normalisés à 1,41 m? Et parce que 1,41 m, c'est la largeur de 2 culs de B à Rome, de 2 culs de bœuf à Rome. Et que les Romains étaient des bons ingénieurs qui faisaient leurs charrettes exactement de la largeur des culs des bœufs qui les tiraient. Voilà pourquoi le TGV a du mal à rouler. Donc vous avez des persistances de l'information qui sont extrêmement grandes. Question 4. Sur les langages, peut-on imaginer une synthèse des multiples facettes sous une syntaxe et une sémantique unifiée? Alors ça rejoint les sujets dont j'ai parlé le 4 novembre. Pour ceux qui n'ont pas vu le cours du 4 novembre sur Internet, regardez-le.
Je l'ai fait à Rennes, mais ça n'empêche pas. Il est aussi bien qu'à Paris. C'est un cours que j'ai trouvé très important pour moi, pour expliquer pourquoi les langages de programmation, c'est un problème aussi dur. Et pourquoi les gens ne sont pas d'accord, et pourquoi chacun promeut sa solution, et pourquoi on n'arrive pas à les unifier. C'est un problème très très important, mais qui n'est pas particulier au langage de programmation. Unifier le français et l'anglais, ce n'est pas fait. On ne pense pas pareil. En Allemagne, on met les mots dans l'autre sens. Les verbes sont à la fin, et la structure mentale n'est pas la même. C'est comme ça. Donc unifier le français et l'allemand, déjà c'est impossible pour des tas de raisons, mais pour la langue, ça l'est encore plus. Donc on n'a jamais réussi à résoudre ce problème-là dans à peu près n'importe quel langage, sauf un. Sauf un. Alors, en programmation, c'est encore pire, parce qu'il y a des langages qui se créent, et puis il y a beaucoup de gens qui ont envie d'en inventer et d'en construire. Et c'est très riche, ça. Il s'est créé des milliers et des milliers et des milliers de langages de programmation. Presque, il s'est créé plusieurs, je crois, plus de 1000 versions de Lisp, à lui tout seul, qui partageait une chose, c'est la parenthèse et le nom Lisp. Non, il partageait plus que ça. Et puis les besoins changent tout le temps. Par exemple, le web est arrivé, aucun langage connu n'était capable de travailler sur le web. Il faut être sérieux, le web est totalement dynamique, les langages sont complètement statiques, donc JavaScript a pris le dessus, parce que ça a été, pas parce qu'il était mieux, parce que c'était le premier à savoir faire ça, et que les gens se sont rués dessus. Java est arrivé à cause du téléchargement. Java permettait de télécharger des bouts de code à droite et à gauche, sur Internet et sur les objets, et paf, il a gagné pendant longtemps tout ce marché-là, avant d'être un peu déplacé par JavaScript. Pourquoi? Parce que personne d'autre savait faire ça. Il y a des tas de gens qui disaient qu'ils savaient le faire. Par exemple, le bytecode de Java, c'est quelque chose de très ancien, ça existait dans Force, ça existait dans Camel, mais simplement, Java l'a fait. Il n'a pas seulement dit qu'il allait le faire, il l'a fait. Donc ça change beaucoup de choses. Et puis, les gens en avaient besoin. Python est devenu un langage standard chez les scientifiques, ce qui est un peu étonnant pour quelqu'un des langages de programmation, parce que c'est le langage dans lequel on peut faire le plus de bugs. On ne connaît pas de langage dans lequel on peut écrire plus de programmes buggés dans lesquels on ne saura pas qu'ils sont buggés. Mais ça doit avoir d'autres avantages pour que les gens absolument pas stupides le prennent. En Python, pour arriver à cracher un programme, c'est vraiment très très difficile. Je montrais des exemples. Si vous écrivez x.a égale 3, si x est d'une classe qui n'a pas de champ A, ben on rajoute un champ A à x sans prévenir. Alors, il y a des gens qui adorent ça, et les gens qui aiment bien que les programmes soient justes aiment moins, et le monde est formé de gens différents. Alors, il y a une recherche extrêmement foisonnante qui n'a aucune chance d'être gelée, donc les métalangages, ce n'est pas fait. Il y a quand même des tentatives d'unification partielle pertinentes. Un bon exemple, c'est Scala, qui est un langage très gonflé, fait par Martin Odersky, qui est un langage très très puissant, et qui est vraiment aux limites de la science, mais du bon côté. C'est-à-dire que le type-checking de Scala, il a des problèmes de complétude. Et on ne comprend pas totalement qu'est-ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire, mais il est juste. Et le parallélisme aussi. Et le mélange objet fonctionnel aussi. Donc il y a des gens qui se mettent du côté dangereux de la barrière, ce qu'a fait C++, où le type-checking est incohérent. Et il y a des gens qui se mettent du côté solide de la barrière. Alors le type-checking incohérent, ça a embêté beaucoup de gens. Moi, les écrivains de compilateurs et tout. Et Georges Gontier envoyait des tas de contre-exemples à Bjarne Stroustrup. Ils étaient tous les deux au Bell Labs à un bureau d'écart. Et il lui disait, mais de toute façon, comme c'est incohérent, je te ferai des contre-exemples autant que tu veux. Je simplifie, mais c'est pas loin. Et Odersky a intégré beaucoup des connaissances modernes dans ce cas-là. Et c'est un langage qui maintenant est utilisé dans l'industrie par des gens qui veulent faire des programmes qui marchent bien. Et Camel avait les mêmes caractéristiques. Scala, c'est vraiment beaucoup plus ambitieux, c'est beaucoup plus récent aussi. Voilà, donc on ne sait pas encore où ça ira tout ça, mais ça prouve qu'il existe des possibilités de faire des choses totalement solides et totalement applicables avec le temps. Métalangage, qu'est-ce que c'est un métalangage? C'est un langage parlant des langages. Alors en ce sens, on a des formalismes. J'ai mentionné SOS. J'ai mentionné un peu la machine chimique pour certains domaines, des choses comme ça. Donc on a des formalismes, mais ce n'est pas des métalangages. C'est des choses qui permettent de parler formellement des langages, mais ce ne sont pas eux-mêmes des langages. On ne programme pas en SOS. On n'écrit pas des programmes. Donc
la question était, y a-t-il un langage qui puisse rassembler tous les autres langages? Et la réponse est, à l'heure actuelle, si on faisait ça, ce serait incohérent de partout. Donc il n'y a pas, et personne n'envisage de faire ça. Il y a vraiment trop de différences et trop de points communs divergents qui sont tous intéressants pour être capable de faire ça. Alors là, ce qui nous embête, hein, parce qu'en maths, ce n'est pas le cas. En maths, il y a apparemment un langage universel. Un papier de maths est apparemment lisible par n'importe quel mathématicien du monde, avec les mêmes notations, quel que soit, il existe, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde, il y a le langage de base, puis après, il y a des tas de trucs, hein, il y a les intégrales, et le langage est gigantesque en maths. Et chaque sous-partie des maths invente son langage, invente ses mots. J'ai un copain qui a passé une thèse de maths en géométrie, et à l'écouter, on avait vraiment l'impression qu'il faisait de la pâtisserie, quoi. Les mots étaient des mots de pâtisserie. Et ils avaient pris un sens mathématique précis, mais ça veut dire que le langage mathématique, ce n'est pas juste le cœur, c'est tout un tas de conventions entre les mathématiciens qui sont définies assez sérieusement. Mais donc, dire que le langage est universel, ce n'est pas vrai. Le cœur du langage est universel. Et ça, je dirais, en programmation, on l'a un peu pour la programmation séquentielle. Typiquement, les langages modernes tendent à être faits sur le lambda calcul, même JavaScript. Mais bon, ça ne va pas tellement loin. Et en parallélisme, on ne l'a pas à l'heure actuelle. Le parallélisme, c'est toujours inconnu. Alors, faut-il des bibliothèques de modules certifiés? La réponse est oui. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est important partout. En calcul mathématique, alors là, longtemps que ça existe, hein. Alors, ils ne sont pas certifiés, ils sont certifiés par l'usage. On a GEB linéaire, vous avez des trucs que vous pouvez acheter qui sont vraiment solides. En système on-chip, maintenant, ils sont systématiquement, les fabricants de circuits sont des assembleurs, c'est-à-dire ils achètent ce qu'on appelle des IP. C'est rigolo le nom. Le nom d'un morceau de circuit, c'est IP, Intellectual Property. Donc quand on fabrique des circuits, on travaille sur de la propriété intellectuelle, pas sur de la matière. Enfin si, les électroniciens, si. Donc on achète des IP, et il y a très peu de fabricants, il n'y a plus que 4 fabricants de circuits au monde, je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y en a plus que 4, et fondeurs de circuits, et il y a très très peu de gens qui fabriquent des IP. Et il y a par exemple ARM, qui en fabrique énormément, et il y a Synopsys, qui en fabrique énormément. Donc vous voulez faire un USB, c'est tellement compliqué que vous allez l'acheter chez Synopsys, où ils ont déjà mis des années à arriver à le mettre au point, vous n'allez pas faire ça vous-même. Donc c'est effectivement, et là, ils font de la vérification, là, vraiment informelle. Et donc c'est systématiquement fait comme ça. Les calculs géométriques. Alors, par exemple, la librairie Sigal, diffusée par l'INRIA et d'autres, coordonnée par Jean-Daniel Boissonnat, a son processus de certification scientifique et est utilisé dans l'industrie. Elle a un vrai processus de certification qui n'est pas de la vérification formelle, mais qui est très très sérieux, et c'est utilisé en confiance par les gens. D'ailleurs, si vous lisez bien il y en a d'autres aussi, si vous lisez bien Transparent, il y a un scoop, hein, c'est que l'année prochaine, c'est Jean-Daniel Boissonnat qui sera le professeur sur la chaire informatique et sciences numériques INRIA, et pour vous parler de géométrie algorithmique, qui est un sujet tout à fait fascinant, comment faire de la vraie géométrie à très grande échelle sur des objets rigolos. Voilà, question 5. Hein, des problèmes sur des systèmes embarqués critiques, hein, comme Apollo 4, ou des incompréhensions entre participants à des congrès ont été dus à des problèmes d'unité hétérogène et de notation des nombres non normalisés. Y peut-on quelque chose? Sujet très intéressant, malheureusement très mal traité. C'est tout à fait exact. Alors, j'ai déjà cité les exemples, mais je les rappelle, il y en a pas mal. Hein. Mars Climate Orbiter, une super sonde martienne pour Mars, envoyée par la NASA, a été détruit par une correction de trajectoire envoyée en pieds et pouces au lieu de mètres. Bon, ça a fait très plaisir à la NASA, qui a d'ailleurs très très bien analysé la chose. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez comme analyse sur Internet là-dessus. Ça fait cher du bug, hein, cher du pouce. Je ne sais pas si vous connaissez le Gimli Glider. Alors, si vous ne connaissez pas, lisez cette histoire qui est totalement fantastique. C'est un Boeing 767 qui a décollé de Montréal pour aller à Vancouver, ce qui n'est pas la porte à côté.
et les calculateurs de bord de la jauge à essence étaient en panne. Et donc, il n'y avait pas de jauge à essence électronique. Et dans ce cas-là, le pilote peut faire comme dans les 2 chevaux de quand j'étais petit, c'est-à-dire tremper un bâton dans le réservoir et regarder jusqu'où ce qu'il est mouillé. Ce qu'a fait le pilote, et puis après, il s'est trouvé dans une drôle de situation avec les ingénieurs du coin et tout, c'est que le 767 était le premier avion métrique. Et que lui, les mètres, il n'avait jamais entendu parler, c'était en gallons. Les gallons, les feet, les onces fluides et tout ce machin-là. Donc, ils ont réfléchi pendant longtemps pour savoir s'il fallait multiplier par 3,5 ou diviser par 3,5. Ils se sont plantés, ils ont décollé, et arrivés au tiers du Canada, les 4 moteurs sont tombés en panne à 10 500 mètres d'altitude. Donc là, on n'est pas bien, c'est clair. Donc, ils ont commencé à dialoguer en radio. Il a dit où est-ce qu'on peut se poser. Et les contrôleurs aériens ont dit on connaît les caractéristiques des avions, donc il a dit il n'y a aucun terrain d'aviation dans le reach, dans la distance parcourable par l'avion. Mauvaise ambiance dans l'avion. Les passagers sont au courant quand il n'y a plus de moteur. Mauvaise ambiance dans l'avion, mais heureusement, il s'est passé 2 phénomènes intéressants. Le premier, c'est que le copilote était un pilote de planeur très expérimenté et qui a vraiment pu rallonger le vol à un max. Et le deuxième, c'est qu'ils ont lancé des alertes générales et il y a un vieux contrôleur aérien qui a dit mais il y a le terrain de Gimli, d'où le nom Gimli Glider, il y a un terrain à Gimli qui est un ancien terrain militaire désaffecté sur lequel il y a 2 pistes dont une est assez longue pour le 767. Et donc ils ont localisé Gimli, il s'est mis en planée sur Gimli et là il n'y a pas de réessai, là, on ne redécolle pas là, hein, donc voilà. Et alors à Gimli, il y avait 2 trucs extraordinaires. La piste principale était toute noire, elle n'était jamais utilisée, et il ne la voyait pas. Et il y avait une autre piste qui était bien utilisée, sur laquelle ce jour-là, il y avait une course de stock-car, avec le bruit du stock-car. Donc l'avion arrive, évidemment, il vise la piste trop courte, où il y avait les stock-cars, trop courte, où il y avait les stock-cars. Donc l'avion arrive, le pilote réussit à la poser, et il a vu les stock-cars extrêmement tard, le pilote s'est posé vraiment tout à fait en bout de piste, de façon extrêmement habile. Et heureusement, il ne faisait aucun bruit l'avion. Et heureusement, le speaker a vu l'avion et a gueulé en faisant plus que le bruit des stock-cars, dégagé, il y a un avion qui arrive. Donc les voitures sont parties, l'avion s'est posé, la piste était trop courte et il y avait au bout le camping, les baraques à frites, tout le monde. Et donc c'était clair qu'il allait se la payer. Mais heureusement, quand dans l'avion, ça c'est le fail-safe dont tu parlais, dans l'avion, il y a une turbine qui tombe quand il n'y a plus de moteur pour donner juste assez de pression hydraulique et de courant. Courant pour les instruments et un peu de pression hydraulique. Donc ils avaient mis le train d'atterrissage, mais la roue avant n'était pas verrouillée. Et donc au lieu de se poser, l'avion s'est craché sur le nez, a frotté par terre. Les pilotes ont levé les jambes, je pense, a tout raboté et s'est arrêté à 30 mètres des baraques à frites. Et le pilote a été viré. Et ça, c'est une histoire de gallons et de litres. Donc ce problème est vraiment sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a très peu de travail sur le sujet, hélas. C'est un problème vraiment sérieux. On se demande pourquoi il n'y a pas les unités physiques dans les langages de programmation. Il devrait. Hein, c'est quand même pas très compliqué, c'est normalisé mondialement. Il y a un système mondial, MKSA, français d'ailleurs, originellement. Aux États-Unis, c'était obligatoire pendant un temps. Hein. Vous aviez, les voitures étaient graduées au kilomètre-heure. Hein. Maintenant, c'est fini. Enfin, ils étaient gradués en 2. Et voilà. Alors, il y a quand même des exemples. Hein. Éric Goubeau, au CEA, a fait un joli travail là-dessus que vous pouvez trouver sur le net. Le langage F-Sharp de Microsoft, qui est un de la famille F, qui est une extension, enfin, ce n'est pas une extension, c'est un langage fonctionnel chez Microsoft, a un vrai type-checking physique, justement. Mais bon, ce n'est pas le langage le plus utilisé de la Terre. Et puis, il y a un autre langage qu'on m'a mentionné qui s'appelle Nemerle, dont je n'ai jamais entendu parler, qui est, paraît-il, très bien de ce niveau-là. Mais alors, c'est un langage très bien que personne ne connaît, je pense, et donc, ce n'est pas très utile. Et il y a des bibliothèques pour Java et Python qui savent parler d'unités, mais dont je pense que l'usage est assez confidentiel, d'après ce que j'ai compris, au moins, hein, je ne suis pas compétent dans le sujet. Donc, c'est un vrai sujet qui est maltraité et qui mériterait de l'être correctement. Je pense qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de travailler dessus dans les systèmes de type,
et que ça a dû faire des papiers dans des conférences, mais je ne pense pas que ce soit du tout mainstream. C'est un peu dommage. Il y avait une autre question sur des histoires d'observateurs, mais je n'ai pas compris la question, sur est-ce que les observateurs pouvaient compter. Quand on fait des preuves, j'ai dit que quand on fait des preuves, souvent, au lieu d'écrire des formules de logique, par exemple, on écrit un observateur qui est un programme qui surveille le programme qui s'exécute. Et la réponse, c'est de toute façon, l'observateur a toute la puissance du langage, donc il peut faire absolument ce qu'il veut. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est interférer avec le programme. Donc on peut écrire des programmes, par exemple, j'ai montré souvent, on a le programme principal qui tourne et un autre qui regarde, et s'il observe une anomalie, il crie bug. Et pour ça, on peut avoir toute la puissance qu'on veut pour l'observateur. L'observateur peut être arbitrairement compliqué, faire tout n'importe quoi, compter, calculer tout ce qu'il veut, arbitrairement compliqué. Et dans le langage, pourquoi dans le langage? Parce que si on veut, ou dans un autre langage traitable par le système de vérification, parce que si on veut pouvoir faire la vérification, ben, il faut que les deux langages soient compris. Alors dans STRL ou Lustre, on utilise le même, ou Scale, on utilise le même, ce qui simplifie les choses, mais quand on fait de la logique temporelle, on utilise un autre langage qu'on va d'ailleurs... Les formules que je vous ai décrites sur la perceuse, toutes les formules qui sont là peuvent aussi s'écrire avec des automates, peuvent aussi des expressions régulières, peuvent aussi s'écrire avec des dessins, etc. Donc la réponse, c'est l'observateur a la même puissance que l'observé. La seule chose, c'est qu'il n'a pas le droit d'interférer. Voilà. Donc, on va reprendre peut-être des questions, mais avant, je voulais, quand c'est encore à la télé, je voulais remercier tous les participants, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont téléchargé, tous les séminaristes et toutes les séminaristes qui ont fait un boulot formidable cette année, et comme les années d'habitude, hein, et puis tout le support du collège, le cinéma, les régisseurs, qui fait que tout ça marche toujours sans aucun problème. Et puis je vous donne rendez-vous... non, je ne vous donne pas rendez-vous pour l'instant, on verra après. J'espère parler de STRL en vrai, c'est-à-dire de la preuve mathématique complète de la chaîne de sémantique qui conduit de l'intuition du langage à la preuve totale faite en coq du compilateur réel. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, mais c'est un gros défi. Voilà, merci. Et merci à Chantal.